Monsieur le directeur général de l'Institut tunisien des études stratégiques Neji Jelloul, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Semir Bettayeb, Monsieur le président de l'Union tunisienne et de l'Agriculture et de la Pêche, Abdelmejid Azzar, Monsieur le représentant du Programme alimentaire mondial, Mejid Chaben, honorables invités, bonjour mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir de vous réunir aujourd'hui à cet événement qui est une grande importance intitulée « Présentation des résultats et recommandations de la revue stratégique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Tunisie ». Face aux nouvelles tendances mondiales que nous vivons aujourd'hui et en 7 ans de crise mondiale, crise alimentaire mondiale, qui est au cœur de nos préoccupations de la sécurité et de stabilité du pays, cette situation alarmante et avec l'adhésion de la Tunisie aux objectifs du développement durable ont conduit l'Institut tunisien des études stratégiques à élaborer une revue stratégique ayant pour but de mettre en place une stratégie nationale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Tunisie à l'horizon de 2030. Pourquoi sécurité alimentaire et nutritionnelle? Tout simplement car le concept de sécurité alimentaire et nutritionnelle sont complémentaires. Ajoutant à cela la disponibilité des services de santé et une connaissance suffisante des bonnes pratiques nutritionnelles. La revue est essentiellement collaborative et inclusive, faisant notamment participer autant d'expertises locales que possible, ainsi que l'essentiel des intervenants publics et privés, et les représentants des organisations nationales et de la société civile concernées par cette problématique. En effet, l'enjeu est important et aucune avancée significative en matière de la sécurité alimentaire n'est envisageable en l'absence d'une appropriation et d'une responsabilisation de l'ensemble des acteurs de la scène nationale. La large participation nationale à cette revue, les contributions de l'expertise nationale et de nos partenaires internationaux, l'OMS, la FAO, BAD, l'AFD et l'appui du Programme alimentaire mondial nous ont été précieux pour l'identification des recommandations que nous soutenons dans le cadre de cette stratégie et à travers ce séminaire, qu'ils soient tous remerciés. Merci pour votre attention et j'invite Monsieur le directeur général de l'Institut tunisien des études stratégiques, Neji Jelloul, à prendre la parole. صباح الخير السيد عبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحين كان خليهم فلاحين مش لازم السيد البحري السيد سمير الطيب وزير الفلاحة السيد عبد المجيد شعبان ممثل برنامج الأغذية الدولي السادة السفراء والسادة نواب الشعب برشا تبارك الله السيدات والسادة الحضور يسعدنا اليوم تقديم مخرجات هذه الدراسة ولو انا مش نخلي راهو لو طون بو زي اكسبير بو بارلي خاطر انا اختصاصي مش فلاحة وتغذية راهو شوي ان بو لوان دو سا مي بون اذا يسعدنا اي من وصول فلاحية من وصول مزارعية خير فهمت. اذا يسعد تقديم مخرجات هذه الدراسة التي ساهم في انجازها خبراء المعهد وبالمناسبة أود أن أعبر عن اعتزازي بفريق المعهد فريق ناشط فريق مثابر فريق نجم نقول عليه وليام بلاك لا ديليجente abeille n'a pas le temps pour la tristesse par ce temps un peu difficile et triste dans notre pays j'ai des véritables abeilles dans cette institution dont je suis très fier. كذلك أتوجه بالشكر إلى خبراء إذا الفلاحة والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية وهو عمل إذا تشاركي إذا ساهمت فيه عدة كفاءات إذا تونسية. وتهدف هذه الدراسة مش بطول عليكم إلى تشخيص وضعية الأمن الغذائي في تونس وتحليل السياسات العامة المتوخاة لتحقيق الأمن الغذائي. وناقشت أيضا التحديات والمخاطر والأخطاء التي نتجت عن السياسة العامة في المجال الفلاحي وحاولنا في
في الدراسة الخروج بجملة من التوصيات لتجاوز مواقع الفشل وإذا استشراف إذا الماضي، وهو دور المعهد. دور المعهد ليس التشخيص فقط، بل دور المعهد إيجاد حلول. دورنا هو أسيستي لي ديسيدور. إذا نحن لا نعوض الحكومة ولا نعوض الدولة، بل نحاول أن نساهم. إذا الوضع العام سوف لا نطيل. إذا يبدو أن تونس، أن الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة في تونس تمثل نسبة هامة من التراب التونسي، وهي من أعلى المعدلات العالمية. ترتيبنا 57 على 190 بلد. 18% أكثر من 18% من الأراضي التونسية صالحة للزراعة، وهو ما يتعدى المعدلات العالمية 13%. إذن le potentiel agricole tunisien est énorme. Il est grand. C'est conforme à notre histoire. On a une grande histoire d'un pays agricole. Moi, je suis historien, voilà, je ne peux pas échapper à ma destinée. À l'époque romaine, on fournissait la nonne à Rome, faite de blé, d'huile et de vin et de garoum. Yani ce jus de poisson dont la Tunisie était célèbre à l'époque romaine. Même, et aussi, on a un potentiel de 1300 km de côte, un potentiel énorme. Et à l'ITES, on est en train de se pencher sur ce qu'on nomme l'économie bleue et la mer comme nouvelle ressource de richesse pour notre pays. Potentiel agricole énorme, potentiel halieutique énorme, qui donne beaucoup d'objets d'espoir. لكن بلادنا في المقابل توجد ضمن أكثر البلدان المهددة بشحة المياه. ترتيبنا 9. On est vraiment stérique. D'où un des problèmes sur lesquels on épanche entièrement les tests, c'est le problème de l'eau, le problème de dessalement de l'eau de mer, et c'est des dossiers en cours à l'ITES. 96% من التراب التونسي مهدد بالتصحر على المدى البعيد. C'est énorme. حوالي سنة 2050 يمكن أن نخسر 50% من الأراضي الصالحة للزراعة نتيجة للاحتباس الحراري والانجراف، وكذلك انخفاض هام في نسبة الأمطار. ويمكن إذا أن لم نتفاعل الأمر أن نخسر 80% من الثروة الحيوانية نتيجة للعولمة والأمراض العابرة للحدود والاستعمال العشوائي للمبيدات. كذلك يمكن كذلك أن نخسر 80% من المياه الجوفية إذا المهدد بالانقراض. سي ناب بروفوند إذا سورتو دان لي زون دي داتيي. لا ناب بروفوند تعرف سي نوت اماغازيني دوبولي لو كواترنير في البليوسين. Et c'est une nappe qui risque aussi de disparaître, et surtout que ces derniers temps, après la Révolution, il y a une exploitation sauvage dans ces régions. D'où il faut orienter notre travail sur la mer et le désert. Le désert qui recèle de richesses énormes. Parmi les constats qu'on a moyens, تراجع إذا نصيب الفلاحة في الناتج الداخلي الخام، وضعف قيمته المضافة، وضعف الاستثمار العمومي رغم مجهودات. إذا 7% استثمارات في الفلاحة والصيد البحري، مش هيك السيد الرئيس؟ هكا. كما ود بلادي ايش تحب نعمل؟ مش بابا يشابي ود بلادي غالب. إذا ضعف الاستثمار العمومي كما ادى تدهور دينار الى صعوبات في المكننه، بروبليم، واختلال الميزان الغذائي. 9% من واردات البلاد التونسيه و50% من واردات الحبوب. الخلاصه اذا باش ما نطولش، اذا في الدراسه تلقاوها التفكير بجديه في التوقي من المتغيرات المناخيه اللي وراء دي شونجمون بروفوند اذا وتدهور الموارد الطبيعيه. لاحظت الدراسه ضعف الحوكمه واذا تواصل الثقل البيروقراطي، وجود اشكاليات هامه في التخزين والنقل وشبكات التوزيع، تدهور المسالك الفلاحيه خاصه ان نقل المواد الغذائيه يعتمد خاصه على الطرق البريه، عزوف الشباب عن الفلاحه، ثم وضع عقاري معقد من جهه تشدد الملكيه ومن جهه اذا
ملكيه دوليه ثقيله. احنا شفنا في العمل اللي عملناه على توزر 97% من الاراضي في توزر ملك للدوله اذا، وهو اذا ارقام لا تمكن ربما من تطور القطاع الفلاحي. بعجاله الوضع الغذائي، الوضع الغذائي وهو لو دوزيام فولي الدراسه، رغم اعتماد البلاد على التوريد فان المصدر اذا عفوا فان الهدر الغذائي عفوا يمثل 16%. اذا عندنا 16% من الهدر الغذائي، شيفر انورم، وخاصه مثل الخبز 16%. اذا يقولوا لي في الدراسه لقينا 900,000 خبزه يوميا تمشي للزبله. 900,000 ما يعادل 10,000 دينار قيمه نقديه، سي انورم. 10% من مشتقة الحبوب دي بات كيف في الهدر الغذائي. كذلك لاحظنا اذا في الدراسه تراجع استهلاك اللحوم الحمراء والسمك وارتفاع تكاليف التغذيه. بيسور هو ارتفاع تكاليف العيشه وخاصه تراجع الطبقه الوسطى. اذا دي شيفر 2010 تكاليف التغذيه 763 دينار، سنه 2015 اكثر من 1200 دينار. إليا ريالمون ارتفاع واضح لتكاليف التغذيه ايضا في بعد الثوره. كذلك تزايد استهلاك الحبوب والزيت النباتي. دراسه تعرضت للعادات الغذائيه في تونس، عادات غذائيه سيئه. 45% من التونسيين يعانون من السمنه، دوبوزيتي، شيفر تخيز اللي 30% من فقر الدم، الانيمي. 2016 التوانسه الاكثر من 15 سنه 15% يعانون من مرض السكري. Il y a 15% de diabétiques de plus de 15 ans. De moins de 15 ans. De plus de 25 ans, on a 18% de Tunisiens diabétiques. أكثر من 25 عام. Les prévisions 2027 26% من التوانسه كان واصلوا على الغذيه 2027 26% من التوانسه seront diabétiques. presque ثلث السكان. Les chiffres sont énormes. Il faut tirer la sonnette d'alarme والتفكير اذا في التوعيه الصحيه في المدارس وفي المؤسسات وفي الاعلام. اذا 26 هذايا لي ستاتستيك اذا لانستيتيو ناسيونال دو سونتي. 5% من التوانسه يعانون من نقص في التغذيه. 10% مهددون بانعدام الامن الغذائي. و il y a un problème de nutrition toujours سي عبد المجيد خدمنا عليها dans le milieu scolaire. il y a un vrai problème dans le scolaire. اذا باش ما نوصلش باش ما نطولش عليكم، التوصيات: اعتماد استراتيجيه جديده للامن الغذائي بارسال التنميه يستجيب لتطلعات الفلاحين. الانتباه للتحولات الجيوسياسيه داخل الفضاء المتوسطي والعالمي. تزايد الديموغرافي، لافريك va pratiquement doubler sa population، وتزايد طلب على الحبوب العالمي مع اذا ارتفاع متوسط الاسعار. احداث مجلس وطني للامن الغذائي وتتفرع عنه مجالس جهويه. احداث مرصد وطني متابعه استراتيجيات الوطني في المجال، بعث برامج جديده لدعم المستغلات الفلاحيه الصغيره خاصه، لكي لا تبقى الفلاحه كما يقول ابن خلدون مورد رزق ضعاف الحال. دعم اليات تخزين لحمايه المنتجين الصغار خاصه، واعاده تفكير في الخارطه الزراعيه التونسيه. يعني بروبليم دو كارت على سبيل المثال. اذا لو روندمون معناها دو بلي دون لو كرواني اي ترو با الور كيل يا ان ريكول دو روندمون دو تشعير. والتفكير في اصلاح اذا صندوق التعويض نظرا للتاثيرات السلبيه على العادات الغذائيه وتاثيراتها. سي عبد المجيد هنا يقول لي البقره التونسيه تكفي القمح معناها. سا ماجستي البقره التونسيه، البقره التونسيه هذاك علاش ربما الحم تاعنا باهي. معناها ريالمون يا بوكو بروبليم على مستوى صندوق الدعم، وعوده الى صندوق الدعم وتاثيره على العادات الغذائيه السيئه وتاثيره ايضا على ميزانيه اذا الدوله. هذه اهم المحاور التي سيعمل اذا الخبراء على تطويرها. وكما يقول موريس بيجار l'agriculture c'est la base de la culture. Je vais laisser la parole aux gens plus cultivés moi dans le domaine
دو لاغريكتور، وشكرا على صبرك. Merci, monsieur le directeur général de l'Institut tunisien des études stratégiques. Et la parole est ensuite accordée à monsieur le ministre de l'Agriculture et de Pêche, monsieur Semir Betaïb. المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، سادة السفراء، سادة نواب الشعب، حضرات الكرام، حضرات سيدات السادة، يسعدني ويشرفني أن أشارك معكم للسنة الثانية على التوالي في هذه الندوة التي ستخصص لعرض نتائج وتوصيات الدراسة الاستراتيجية حول الأمن الغذائي والتغذية التي أشرف على إنجازها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وأود بهذه المناسبة أن أتقدم المشرفين على هذه الدراسة بجزيل الشكر، وأعبر لهم عن تقديري للعمل المنجز وحرصي على توطيد علاقات التعاون والتنسيق معهم حول المجالات الاستراتيجية على غرار الأمن الغذائي. وتمثل هذه الندوة فرصة متميزة للوقوف على آخر مستجدات الوضع الغذائي في بلادنا وتشخيص التحديات والإشكالات الواجب معالجتها بغاية تدعيم الأمن الغذائي وتحديد أولويات العمل ومجالات التدخل قصد تحقيق هذا الهدف، باعتبار أن الحق في الغذاء يعد من أوكد مقومات الحياة الكريمة وسيادة واستقلالية الشعوب. حضرات سيدات السادة، يتمثل تحقيق الأمن الغذائي حسب تعريف الأمم المتحدة في تمتع البشر كافة وفي جميع الأوقات بفرص الحصول من الناحيتين المادية والاقتصادية على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة توفر لهم النشاط والصحة. ولتحقيق هذه الأهداف يبقى دور القطاع الفلاحي محوريا باعتباره منتج للغذاء للاستهلاك المحلي وللمساهمة في مجهود التصدير من ناحية، وباعتباره مصدر رزق لشريحة هامة من السكان من ناحية أخرى، إذ يوفر 16% من مواسم الشغل. وقد أولت الدولة في إطار سياساتها التنموية منذ الاستقلال عناية خاصة للقطاع الفلاحي لجعله قادرا على المساهمة بصفة فعالة في الأمن الغذائي، حيث مكنت هذه السياسة من تحسين إنتاجية القطاع الذي سجل نموا متواصلا قدر ب 2.8% خلال العقدين الأخيرين، ما جعله يساهم بحوالي 9% في الناتج المحلي الخام وبنسبة 9% من قيمة الصادرات، بالإضافة إلى لعب دور هام في تنمية الجهات والمناطق الريفية وفي دفع الصناعات الغذائية. وكان لهذا النمو أثرا إيجابيا على تحسين مستوى أمننا الغذائي، حيث أصبح الإنتاج المحلي يغطي كافة حاجياتنا بالنسبة للعديد من المواد على غرار الخضر والغلال والألبان ومنتجات الدواجن، كما أنه يغطي تقريبا كافة حاجياتنا من اللحوم الحمراء، هذا إلى جانب توفير جزء هام من الإنتاج يتم تصديره. وبفضل هذه السياسات والإجراءات المتخذة على غرار العمل بالمخزونات الاستراتيجية والتعديلية بالنسبة لعدد من المنتجات الهامة، فإن بلادنا بقيت بعيدة عن الأوضاع الحرجة المسجلة في بعض البلدان الأخرى التي تجابه المجاعة وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي. حضرات سيدات السادة، رغم تحقيق نتائج طيبة في مجال توفير الغذاء وتحسين مستوى تزويد الأسواق وتنويعها، إلا أن وضع الأمن الغذائي ببلادنا يبقى هشا، باعتبار أننا نورد سنويا حوالي 50% من حاجياتنا من الحبوب، كما نورد حوالي 25% من حاجيات المشترات من الأعلاف، و100% من حاجيات الدواجن من الأعلاف، هذا بالإضافة لتوريد نسب هامة من البذور والمشاتل.
كما ساهمت في هذه الهشاشة مخاطر عديدة، خاصة منها تقلبات الأسواق العالمية، حيث كان الارتفاع الهام الذي شهدته أسعار المواد الغذائية الأساسية كالحبوب والأعلاف والألبان أثرا سلبيا على الميزان التجاري الغذائي، كما أن وجود بلادنا في منطقة مهددة بالتغيرات المناخية يزيد من حدة هذه الهشاشة. لذلك فإن تحقيق أمن الغذائي يشكل رهانا يستوجب رفعه وفق نظرة منسجمة ومتناسقة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد، بما في ذلك مختلف هذه المخاطر والعوامل المؤثرة. حضرات سيدات وسادة، يتبين من خلال نتائج الدراسة التي قام بها المعهد أن التوصيات المقترحة في مجال دور القطاع الفلاحي في تعزيز الأمن الغذائي تتلائم مع التوجهات الاستراتيجية التي كانت قد رسمتها الوزارة في إطار سياستها التنموية للفترة المقبلة، والتي تعتمد بالخصوص على العناصر التالية: إعادة رسم الأولويات في مجال تعبئة واستغلال الموارد المائية لإحداث التوازن الضروري بين إنجاز المنشآت الجديدة وعملية صيانة وتعهد المنشآت الموجودة، ودعم الاستثمار في الموارد المائية غير التقليدية كتحلية مياه البحر واستغلال المياه المستعملة في نطاق تأمين الحاجيات المستقبلية من الموارد المائية، خاصة بالمناطق التي تشكو من نقص في الموارد المائية. تطوير البنية الأساسية بالمناطق الريفية بمختلف مكوناتها من طرق ومسالك فلاحية وما صالح للشرب وأسواق ومؤسسات صحية وتربوية، قصد تحسين ظروف عيش الفلاحين من ناحية واستقطاب المستثمرين من ناحية أخرى. دفع الاستثمار الخاص من خلال استغلال الامتيازات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد لفائدة النشاط الفلاحي، وتطوير منظومة المالية الصغرى، وتشجيع انتصاب المؤسسات المختصة في القروض الصغرى، وكذلك النهوض بالتأمين الفلاحي. تطوير مساهمة القطاع الصقوي في الإنتاج الجملي عبر التوسع وإعادة تهيئة المساحات الصقوية القديمة وتحسين مردوديتها من خلال التكثيف والاستعمال الأمثل لتقنية الإنتاج، وذلك للحد من تذبذب مستوى الإنتاج. تطوير الإنتاج الوطني مع اعتماد الجدوى الاقتصادية والميزات التفاضلية في إطار مقاربة تهدف إلى تنمية الموارد الطبيعية والمحافظة على ديمومتها، مع الأخذ بعين الاعتبار لمبادئ التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في ظل تنامي ظاهرة التغيرات المناخية. تنظيم الفلاحين في إطار هياكل مهنية لجعلهم أكثر فاعلية وقدرة على الدفاع على مصالحهم ولتحسين ظروف تأطيرهم والإحاطة بهم، حيث يعد القطاع أكثر من 516 ألف مستغلة، 75% منها لا تتعدى مساحتها 10 هكتارات. دعم الترابط بين حلقات المنظومات الفلاحية لفيلير للتقليص من نسب ضياع وتلف الإنتاج، وذلك بتوفير طاقات الخزن والنقل الضرورية والإقدام على أساليب التحويل الملائمة لخصائص الإنتاج والحفاظ على جودته ونوعيته، بالإضافة إلى مواصلة العمل بالآليات التعديلية لعدد من المواد الاستراتيجية. إيلاء قطاع الصيد البحري وخاصة قطاع تربية الأحياء المائية عناية خاصة نظرا للدور الذي يمكن أن يلعبه في تغطية حاجيات البلاد من البروتينات، من خلال تحديد مناطق خاصة لتربية الأحياء المائية وتحسين نسبة الإدماج لهذا النشاط وتنويع الأصناف المربات. تنويع الصادرات عبر تثمين الخصوصيات المحلية للمنتجات التي لها ميزات تفاضلية على غرار المنتوجات البيولوجية والمنتوجات ذات بيانات المصدر والتسميات المثبتة للأصل، بالإضافة إلى العناية بالتعليب والتوظيف وتنويع الأسواق. ويتمثل التوجه هنا في مزيد ترشيد التوريد بإحكام التعامل مع الأسواق العالمية والاستفادة من مؤشراتها لتأمين التزويد المنتظم للبلاد، مع العمل بالتوازي على ترشيد الاستهلاك والتقليص من إهدار الغذاء وخاصة الحبوب. حضرات سيدات وسادة، باعتبار مختلف أوجه التدخل الواجب العمل عليها لتحسين مستوى الأمن الغذائي واستدامته، فإنني أؤكد على أهمية اعتماد مقاربة شاملة وتشاركية بين كل الفاعلين المعنيين لتدقيق التوصيات ووضعها حيز التنفيذ
لبلوغ هذا الهدف الأسمى. واسمحوا لي في الختام أن أجدد ترحيبي الحار بكل الضيوف وشكري لكل من ساهم في إعداد هذه الدراسة، متمنيا لأعمالكم النجاح والتوفيق وبلوغ النتائج المرجوة، مع الشكر المتجدد لكم جميعا على حسن الإصغاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci, Monsieur le Ministre. Et maintenant, j'invite Monsieur le Président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, Monsieur Abdelmejid Ezzar. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد ناجي جلول المدير العام من المعهد الدراسات الاستراتيجية، السيد وزير الفلاحة، السيد ممثل الأغذية منظمة الأغذية أو برنامج الأغذية، السادة الحضور، السادة السفراء، السادة أعضاء مجلس النواب، الأخوة الإعلاميين. هو في الحقيقة أنا نحب نعبر على شكر كبير للمعهد في أن تناول الموضوع بذاته قبل، معناها موضوع الأمن الغذائي اللي احنا كنا سعينا حتى في عند كتابة الدستور أنه يكون هذا الموضوع ضمن دستور البلاد، ولكن للأسف أنه ما صارش. حبينا حتى أنه يكون في المخطط معناها التنمية للبلاد وما صارش، وهذا معناها شكرا معناها نجد مرة أخرى للمعهد، معناها باعتبار ما كنا رئيس المدير العام للمعهد وكل الفريق اللي خدم على هالموضوع هذا، لأنه بالفعل موضوع هام جدا. يزال لنا موضوع آخر إن شاء الله يقع تناوله اللي هو التغيرات المناخية وتأثيرها على المجال هذا. هذا شكر له. الشكر الثاني أنه في طريقة تناول الموضوع، لأنه وقت اللي نحكيه على الأمن الغذائي عادة منظومة الإنتاج خارج الموضوع وما يقعش تناول، ونتناولوا الأمن الغذائي بأي شكل من الأشكال الأخرى، بما في ذلك حتى في الهيئة الدولية للأمن الغذائي تناولت الموضوع الأمن الغذائي. وخليني معناها مدام الأستاذ موجود هنا معنا، معناها أنه أولا في تركيبة الهيئة، تخيلوا أنه تركيبة الهيئة ما فيهاش ولا منظمة فلاحية. المنظمة العالمية للفلاحة في تركيبة الهيئة هي ملاحظ وليست لها عضوية، في حين نلقاو السكتور بريفي، نلقاو السكتور معناها نتاع لي سوسيتي سيفيل، نلقاو الكل، إلا الفلاحة ما هيش موجودة، المنظمات الفلاحية، وقت اللي هي قلب الأمن الغذائي. في تناول المواضيع ممكن نتناولها من جوانب صحية، معناها كما تعرض له السي الناجي، معناها جانب اللوبيزيتي والأمراض وغيرها، معناها وكأننا نحكي على سوء التغذية مش الأمن الغذائي، وهذا فرق. وقت اللي نحكيه على الأمن الغذائي، السؤال اللي يلزم يتطرح واللي هو الأول اللي يلزم يتطرح هي منظومة الإنتاج، كيف نؤمن الإنتاج؟ لأنه في بعض الأحيان أيضا حتى في تعريف الأمم المتحدة للأمن الغذائي هو أن نوفر الغذاء، أن نوفر الغذاء. المهم كان معناها كما بعض الدول معناها يقول لك أنا عندي الفلوس ما حاجتيش بالإنتاج، تنجي نشتري، لأنه فعلا هذا أمن غذائي. معناها نهار اللي يعملوا عليه الامبارجو كما صار في بعض الدول ولا يلوج بجاه ربي غير عتمني، أنا هاني عندي الفلوس جيبوا لي برك، جيبوا الغذاء، ما هوش أمن وبعمره ولا كان أمن. أنا خذيت هذا بصفة عامة باش ما نطولش ياسر، ولكن خلينا نتعدى شوية لتونس. والسيد الوزير يعرف اللي احنا عندنا متوفرات من الإنتاج، بل عندنا فائض من الإنتاج في تونس في أغلب المواد، ما نوردوش وما احناش في حاجة باش نورد إلا في حاجة أساسية واللي هي تمس بالأمن الغذائي اللي هو القمح. لأنه احنا الأمن الغذائي المفروض مرتبط بتقاليدنا في التغذية، في معناها عاداتنا، في ما نستحقه. احنا أساسا ما نجمش تونس يعيش من غير قمح، ولكن المادة الوحيدة اللي ما عندناش فيها اكتفاء ذاتي. مش نرجع، بالتالي احنا معنا في تونس
وربما هذا هو مهم واللي شرعنا فيه مع الوزارة في أن نوجد استراتيجية معناها للفلاحة، أن نوجد سياسات خيارات حتى أن نخدم فلاحتنا بما تتطلبه البلاد وبما يتطلبه الأمن الغذائي. إن شاء الله نجم نكملوه في مرحلته الثانية. ولكن الأهم من هذا أنا نقول لكم اللي عندنا متوفرات، ولكن حتى هذا الفائض ما هوش أمن، لأنه لو كان يشدوا علينا الزراعة البذور يعني ما نقاش ما نزرع، كل البذور باستثناء الحبوب، كل البذور تقريبا موردة ومهجنة. هل أنه هذا أمن؟ معناها لو كان النهار احنا صحيح يا اخويا عندنا وفرة انتاج ونعانيو من وفرة انتاج، ولكن لو كان معناها البذور نهار يعملوا علينا لومبرغو يقولوا ما نعطيكمش بذور ما نقاش ما نزرع، فهذا ايضا ليس امن. طبعا يعني ثم ايضا جوانب اخرى اللي هي مهمة جدا، معناها من نوع التغيرات المناخية واللي اثرت على المياه واثرت على معناها الفلاحة نتاعنا. هذه جوانب مهمة جدا، ولكن مش هذا فقط. أنا مش نعطي رؤوس أقلام ونتعدى لأني كان مش نحكي في كل موضوع تحب. زاد أيضا احنا من العوائق اللي عنا هي عزوف الشباب على الفلاحة، واللي ذكروا معنا السيد المدير العام ومشكورين الأخيان علاش أنا عجبتني الدراسة معنا في مفاصلها. معناها وقت اللي نقولوا احنا عزوف الشباب، تعرفوا اللي عندنا 6% فقط من الشباب اللي اعمارهم اقل من 35 سنة اللي هم يشتغلوا في الفلاحة، ولكن نلقاو بالمقابل قرابة 60 أو 65% اللي اعمارهم اكثر من 50 سنة. هل هذا هم اللي باش يأمنوا لك الغذاء في المستقبل؟ تهرب من القطاع؟ سؤال آخر. كل هذا لابد أن نأطروه زاد أيضا في إرادة سياسية، رغم اللي نحن نقولوا أنه الآن ثم توجه في الخيار على أن نمشي للفلاحة، ولكن في الحقيقة ما مشينالوش زاد بجرأة كبيرة. قاعدين نتحولوا بشوية بشوية نسيسوا في رواحنا، ولكن لابد ليه من جرأة، لأنه اليوم التحديات اللي قدام الفلاحة تتطلب معناها انجاجمون، معناها أنه تحمل هذا المشروع هذا ونمشوا فيه للأقصى، والوقت ما يستناش، الوقت ما هوش مادام في صالحنا. اليوم وقت اللي نحكيه على الدعم، لو أنه ناخذ حجم المديونية أولا الساعة والتمويل، لأنه هذا مهم أيضا في جانب في الأمن الغذائي، لأنك إذا كان مش ترسي منظومة فلاحية مهمة وترسي منظومات إنتاج، واللي تحدث عليها السيد الوزير دي فيليير معناها منظومات، فهذه لابد لها من جرأة ولابد لها من قرار ولابد لها من إمكانيات واعتمادات، اللي هو هذا ما هوش متوازن كي نشوفوه حتى في قانون المالية. اليوم وقت اللي نحكيه احنا على انه معناها اليوم عندنا فائض في الحليب، والناس كل نحكيه على فائض في الحليب، ولكن معناها فائض الحليب مبني على مستغلات نتاع 3 بقرات، يعني هو مستغلة هشة، يعني فلاح عنده 3 بقرات ما يرجعوهوش غدوة يبيعهم ولا يهزم للموس ولا يذبحهم. هل أنه هذا أمن؟ لا، ما هوش أمن. صحيح عنا وفرة إنتاج، صحيح احنا قاعدين نقدم، ولكن كيفاش هذا أنا نرسخوه ويصبح معناها نحكيه على أمن، نصبح مطمئنين على غذائنا، لأنه راه النجم نصبر على نلبس فيستا في 4-5 سنين ما نشريش أخرى، ولكن ما نجمش نصبر على نهارين ما ناكلوش. وهذه الخيارات اللي يلزمها تكون، ولكن الخيارات هذه احنا زاد ايضا ما حشتناش بمعالجات معناها بطريقه العمل اليومي معناها نتاع اونجير لو كوتيديان، لا حشتنا زاد ايضا انها تكون فعلا ثم استراتيجيات اجى نبحث على فين نصلح، شنو هي المجالات اللي ندعمها.
اليوم احنا من جملة الحوايج انه ما عندناش خيارات مليحة في الفلاحة. اليوم نراو معناها الاشجار المثمرة لانها اكثر مردودية عند الفلاح من القمح والنقاء، الناس تتراجع على القمح لانه يعتبروا ما فيهوش مردودية، ما فماش ربحية، وبالتالي احنا كما يقولها اون فون لو ديسير بور اشيتي لو بلا ريزيستون. هذه راه وضعنا في تونس، وهذا اللي هو يتنافى ويتناقض مع الامن الغذائي. على كل شكرا للخيان. انا مره اخرى نزيد نشكر، مانيش باش نحكي في المواضيع، هي فقط معنا مجرد اشارات، ولكن هي مسائل لابد ان نوقف عندها. ولكن انا نحب نشكر الخيان معناها في المعهد لتناولهم هذا الموضوع. ان شاء الله يزيد معناها التعاون مع القطاع الفلاحي سواء كانت الوزاره ولا الاتحاد في انه نعمق هالدراسه هذه ونمشيو نحو انها تكون فعلا تعطينا مخرجات استراتيجية للبلاد، وهذا موضوع هو بذاته استراتيجي. شكرا معنا للخيان، ولكن زاد احنا ايضا مع الخيان في وزارة الفلاحة ان شاء الله نواصلوا في الجانب الثاني من الاستراتيجية الفلاحية لانها مهمة جدا. ولكن اللي نحب نقوله في الاخر، تونس لها من الطاقات ولها من الاطارات ولها من الكفاءات فعلا انها تنجز مثل هالاستراتيجية دي، في أنها تنجز مثل هالأعمال هذه، في أنها تخرج من البلاد وفي وضعها الاقتصادي واللي هو أساسا معناها المحرك متاعه هي الفلاحة، ولكن إذا ما توفرت الاعتمادات. شكرا. Merci. Monsieur le directeur général, Monsieur le ministre, Monsieur le président de l'Association des agriculteurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord, au nom de la directrice du Bureau du Programme alimentaire mondial en Tunisie, de vous remercier et exprimer notre honneur de participer à cette revue stratégique sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Tunisie. Avec l'équipe de recherche, au démarrage de cette étude, on a passé un bon moment sur la réflexion sur le concept et l'opérationnalisation de ce concept et la contextualisation de ce concept-là. Et on a choisi un certain nombre de dimensions. Sûrement tout à l'heure, lorsque la présentation du rapport va être faite, et vous trouvez ça dans le document, on a essayé de contextualiser le concept et de choisir un certain nombre de dimensions qui répondent à la réalité tunisienne. Et c'est vraiment une approche qui est plus riche que, justement, elle n'était pas très réductrice. Il est important aussi de noter que les recommandations de cette revue ouvrent des domaines de partenariat ou bien afin de mieux soutenir le pays de manière significative pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030 et particulièrement l'objectif 2 de cet agenda, mettre fin à la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Également, cette revue aussi s'inscrit dans l'autre objectif donc de l'agenda 2030, qui est l'objectif 17, celui du partenariat. Parce que nous sommes convaincus que mettre en application, mettre en œuvre toutes les mesures qui sont en rapport avec la sécurité alimentaire nécessite aussi une collaboration, nécessite aussi un partenariat et un réseautage des différents intervenants pour justement créer des synergies. C'est aussi un des objectifs sur lesquels le programme également est à côté de l'objectif 2 des ODD, donc qui représente l'une des missions du programme alimentaire en Tunisie.
L'autre point que j'aimerais bien partager avec vous, c'est justement le côté communication. C'est un travail qui a pris un certain temps pour le réaliser, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotion aussi pour le faire. Et je vois c'est Karim qui réagit. Donc voilà, c'est un travail qui a pris beaucoup de temps et beaucoup d'émotions et d'investissement. Et donc c'était intéressant de faire de la communication à propos de ce travail. C'était bien de le partager pour avoir des feedbacks, mais aussi pour consolider et approfondir la réflexion, et aussi pour que ce travail ne soit pas le point final ou l'aboutissement d'un effort, mais que ce soit aussi le point de départ pour justement reprendre ces recommandations et les implémenter sur le terrain. Donc, en tant que tel, donc, la revue sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Tunisie est une contribution qui vise à guider le gouvernement, la société civile, le secteur privé, les acteurs internationaux aussi, pour élaborer leurs politiques, pour élaborer aussi leurs programmes et stratégies de manière concertée et ciblée, et assurer des progrès rapides vers la réalisation de l'agenda 2030, créant par la même occasion des effets d'entraînement, ce qu'on appelle dans le système des Nations Unies, c'est donc ce qu'on appelle les accélérateurs. Donc comment faire que choisir une entrée qui peut avoir un effet d'entraînement sur les autres secteurs. La sécurité alimentaire est un de ces accélérateurs qui peut impacter tous les domaines. La santé, la sécurité sociale, l'éducation, la recherche, tous les domaines peuvent être impactés par cette entrée. Donc en fait, on est en train de parler d'un modèle économique et social en lui-même. Donc c'est très important de choisir cet accélérateur, de converger et de travailler chacun ensemble pour arriver le plus vite possible à réaliser aussi bien les objectifs économiques et sociaux du pays, mais aussi aller vers la réalisation de l'agenda 2030. Cette revue, maintenant, elle est entre vos mains. Donc, vos idées sont précieuses pour la réussite de cette revue et pour la poursuite de ce processus. On est ravis d'apprendre de vous tous, d'apprendre donc de vos idées, à travers vos idées et vos contributions. Je vais me joindre aussi à Monsieur le directeur général et à Monsieur le ministre et à Monsieur le président de l'association des agriculteurs tunisiens pour dire que voilà, donc là c'est un remerciement pour l'ITES pour le choix de ce sujet. Un remerciement aussi pour l'équipe de recherche, pour l'ITES pour le choix de ce sujet, pour l'équipe de l'ITES aussi, mais aussi pour l'équipe d'experts qui ont beaucoup mis de l'énergie et beaucoup de cœur aussi, c'est très important à ça, mais aussi pour les partenaires qui ont participé dans tout le processus de consultation et dans les panels. Merci beaucoup. Merci Monsieur Mejid Bechaben. Nous allons passer maintenant à la présentation des résultats et recommandations de la revue stratégique sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette partie du programme va être présentée par le professeur Karim Bekahla, expert au sein de l'ITES. صباح الخير. صباح الخير. سي بون تسمعوا فيا؟ انا نعلي صوتي. باهي داكور اوكي. صباح الخير. سيد المدير العام، سيد الوزير، سيد رئيس المنظمة، سيد ممثل البرنامج العالمي للتغذية، السادة السفراء الأجانب قبل، السادة ممثلي الشعب، مرحبا بكم. أنا اسمي كريم بن كحلة ونستسمحكم باش نتكلم باللغة الفرنسوية. Donc, Excellences, Mesdames et Messieurs les invités, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion aussi que je présente les résultats de cette revue stratégique. Et avant de commencer mon exposé, j'aimerais dire deux mots pour tout d'abord
remercier très sincèrement l'ITES et le Programme alimentaire mondial pour leur confiance. Nous sommes une petite équipe. Il y a mon grand frère Slahaddin Makhlouf qui doit être quelque part. Alors je le vois, voilà, il est là, qui a dirigé cette équipe d'une main de grand frère. Et il y a ma petite sœur Asma Suissi qui est là également. Donc nous sommes une petite équipe qui avons eu le privilège de mener une consultation élargie, on va dire, sur une problématique fondamentale pour l'avenir de la Tunisie. Une thématique complexe qui touche à des aspects économiques, environnementaux, de politique sociale, bref, une grande complexité, et il fallait aussi écouter tous les groupes d'intérêt, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt autour de cette question de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il fallait également, et pour notre petite équipe, ça c'est en préliminaire, il fallait pour nous, on a insisté pour adapter l'approche du programme alimentaire mondial à la réalité tunisienne. Nous sommes partis du cadre de la démarche, de l'approche du programme alimentaire mondial, mais nous nous sommes fixés comme objectif d'enrichir cette démarche-là, parce que la grille d'analyse du PAM, elle a beaucoup d'avantages, elle a beaucoup de qualités, elle permet la comparaison dans le temps et dans l'espace, bien sûr, mais nous avons essayé d'enrichir cette grille pour voir les spécificités du contexte tunisien. Et vous avez ici le fruit de cette réflexion, à peu près 250 pages, beaucoup de détails, beaucoup de chiffres. Et aujourd'hui, je vais aller vers l'essentiel. Bien sûr, je n'ai pas le temps de vous présenter 250 pages. Je vais peut-être insister sur les aspects les plus saillants, les plus importants, et puis on ouvrira le débat. Voilà. Donc, pour rappel, au départ, on avait 4 objectifs. Élaborer un diagnostic participatif et exhaustif de la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Tunisie. Évaluer les politiques, ce qui a été fait auparavant, les progrès qui ont été réalisés. Détecter les gaps, ce qui reste à faire, et enfin faire des propositions en essayant de hiérarchiser les propositions. Et d'ailleurs, mon exposé va coller un petit peu à ces 4 objectifs qui ont été assignés à notre petite équipe. Alors, ce travail s'insère dans l'ODD, l'objectif de développement durable numéro 2, qui consiste en éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Dans cet objectif de développement durable numéro 2, il y a 2 sous-objectifs. D'ici 2030, éliminer la faim, et d'ici 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition. Ce sont des objectifs extrêmement ambitieux, même pour la Tunisie. Parce que, comme on va le voir, si en Tunisie nous n'avons pas vraiment de problème de faim, et j'espère que cela va durer, nous avons quand même quelques problèmes de malnutrition. Et on n'est pas certain que d'ici 2030, au rythme actuel, on puisse vraiment réaliser ce deuxième sous-objectif. Alors, dans la grille du programme alimentaire mondial, quand on parle de sécurité alimentaire et nutritionnelle, il y a 4 aspects. Premier aspect, c'est la disponibilité. Nos honorables intervenants ont parlé de cette question-là. César a parlé de la question de la disponibilité. Et bien sûr que la sécurité alimentaire n'est pas qu'une question de disponibilité. C'est aussi une question d'accès. La capacité d'accéder, il y a l'accès physique, mais aussi l'accès économique, parce qu'avec l'inflation, on va le voir, il y a de plus en plus en Tunisie un problème d'accès à la nutrition. Il y a la dimension utilisation qui est extrêmement importante, qui renvoie aux habitudes de consommation, parce que la sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est aussi la façon dont on se comporte face à la question alimentaire. Et puis, enfin, il y a la dimension stabilité, parce que si l'alimentation, si les produits agricoles sont disponibles, sont accessibles, s'il y a une bonne utilisation, encore faut-il que tout cela soit stable dans le temps.
La méthodologie adoptée très rapidement, nous avons opéré une revue de la littérature et là aussi je remercie tous ceux qui ont... Il y a beaucoup d'experts sur cette question-là. Nous avons fait un travail de synthèse en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'eau, sur la santé, sur la LECA, sur la productivité du secteur, sur la question de la qualité de la main-d'œuvre, par exemple. Beaucoup de choses ont été dites. Il y a beaucoup d'expertise en Tunisie. Alhamdoulilah, parce que nous avons rencontré beaucoup d'experts et nous avons opéré cette revue de la littérature. 13 entretiens approfondis avec des structures ou des personnes ressources. Nous avons essayé de voir l'essentiel des groupes d'intérêt concernés par cette question de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous avons organisé 2 grands focus group. Un focus group qui a porté sur les questions agricoles proprement dites et un autre focus group qui a porté plus sur les questions de santé et de politique sociale. Un questionnaire a été envoyé au CRDA aussi, aux 24 CRDA, et je les remercie parce qu'ils ont tous répondu pour essayer d'élaborer une cartographie des risques en quelque sorte pour voir qu'en est-il par exemple des risques au niveau de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, à Gafsa, à Touzer, à Nebel, à Bizerte, etc. Et vous trouverez dans le document donc comment ces CRDA évaluent les risques dans leur région pour pouvoir avoir cette cartographie. Et vous voyez ça, par exemple, ça n'existe pas dans la grille d'analyse du Programme alimentaire mondial. Nous avons essayé d'affiner l'analyse pour aller dans le détail. Un questionnaire aux responsables des structures en charge de l'alimentation dans les différents ministères, ce que nous avons appelé l'État nourricier. Chaque matin, l'État, dans les prisons, dans les écoles, dans les cantines, dans les universités, dans les hôpitaux, l'État sert de l'alimentation et nous avons essayé aussi de cerner les risques au niveau de cette fonction nourricière, je dirais, de l'État. Enfin, nous avons organisé 2 rencontres de restitution des résultats. Là aussi, dans la démarche participative, on s'est dit, au fur et à mesure qu'on avance dans notre réflexion, on essaie d'avoir un feedback, de présenter ce que nous avons comme résultat à nos partenaires, aux groupes d'intérêt, pour essayer éventuellement de rectifier le tir, pour être certain qu'on n'a pas oublié quelque chose d'important. Alors le diagnostic, très rapidement, 2 mots sur le diagnostic. Nous avons insisté pour que la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle soit liée à la question de la durabilité agricole. Ceci n'apparaît pas clairement dans la grille du Programme alimentaire mondial. Nous, on s'est dit, si on travaille sur la sécurité alimentaire, sur cette vision de court terme, il faut absolument travailler sur la durabilité agricole et sur les aspects et l'orientation à moyen et long terme. Donc 2 ou 3 slides sur la situation du secteur agricole en Tunisie. Ça a été dit, mais peut-être avec quelques chiffres. En une 50aine d'années, l'agriculture a plus que baissé au niveau de sa contribution, plus que baissé, divisé par 2, je veux dire, de 50%. Au niveau de sa contribution au PIB. Nous sommes passés de 19,6% en 62 à 8,1% en 2016. La valeur ajoutée en pourcentage du PIB reste faible, ce qui est un peu... Ce qui présente une marge de progression, on va dire, pour ne pas dire autre chose, c'est que, comme vous pouvez le constater, nous sommes en deçà de ce que des pays comparables, dans la région MENA par exemple, arrivent à réaliser. La contribution, la valeur ajoutée de l'agriculture en pourcentage du PIB, elle n'est que de 10,44 en Tunisie, alors que la moyenne pour la région MENA, elle est de 12,37%. La productivité reste relativement faible depuis là aussi une 50aine d'années. La productivité globale des facteurs du secteur agricole, elle est estimée à 1,1%. La productivité du capital étant même négative, ce qui signifie qu'il y a réellement un problème d'investissement dans ce secteur agricole. Et d'ailleurs, on le voit par exemple au niveau de la mécanisation, vous voyez le schéma parle de lui-même. Quand on compare le nombre de tracteurs par 100 km² de terre arable, vous voyez que la Tunisie, elle est là,
142, alors que la moyenne mondiale, elle est de 620. Donc il y a réellement un problème de mécanisation. On est très en deçà de la moyenne mondiale. On n'est même pas dans les meilleurs performeurs de la question. Alors, une autre slide, un autre schéma qui est assez parlant, c'est au niveau de la production, de l'indice de production agricole. Comme vous pouvez le voir, la Tunisie a rattrapé en quelque sorte son retard par rapport à la moyenne mondiale, mais elle se fait dépasser par la région MENA. Elle est en train de se faire dépasser par la région MENA. Donc nous sommes en train de rattraper notre retard par rapport à la moyenne mondiale, mais nous faisons moins bien que des pays comparables. Et puis surtout, vous voyez la courbe rouge, cette grande variation, ces grandes variations, la trop grosse variabilité qui décourage l'investissement, parce que lorsque vous avez un secteur qui est comme ça, qui a des performances aussi fluctuantes, cela décourage l'investissement et cela décourage la prise de risque. En même temps, le déficit de la balance alimentaire a quasiment explosé depuis 2011. Vous voyez les chiffres, là aussi c'est un slide que vous trouverez dans le document, ça parle de lui-même. Donc en 2009, on avait réalisé un tout petit excédent, et puis depuis 2010, la chute, en tout cas jusqu'en 2014, est assez importante. Alors le produit stratégique, tout le monde en parle, les céréales. Alors quand on compare la productivité, le rendement des céréales en Tunisie, là aussi on découvre combien nous sommes très loin de la moyenne mondiale. Bien sûr, comparaison n'est pas toujours raison, mais là on est dans les moyennes mondiales. Donc si le rendement des céréales par kilogramme par hectare, la moyenne mondiale elle est 3560, vous voyez qu'en Tunisie on est juste à 1756. On est très en deçà, ne serait-ce qu'aussi de la moyenne des pays comparables. De la région MENA, nous faisons beaucoup moins bien, pour ne pas dire autre chose, que ces pays comparables. Alors la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est la résilience de ce secteur. Et non seulement c'est ça, la résilience du secteur, c'est la capacité d'affronter les chocs, mais depuis la Révolution, s'il y a un secteur qui a permis à l'économie tunisienne de garder la tête hors de l'eau, on va dire, c'est bien le secteur agricole. C'est-à-dire quand il y a une crise, et ce n'est pas que dans toutes les crises qu'a connues la Tunisie, par exemple au début des années 80, c'est le secteur agricole qui permettait à l'économie tunisienne de s'en sortir avec le moins de dégâts possible. Et cette résilience du secteur agricole et cette capacité d'amortir les chocs exogènes, on va dire, elle est extrêmement importante dans une problématique de sécurité non seulement alimentaire et nutritionnelle uniquement, mais de sécurité économique en général. Alors j'en arrive maintenant au diagnostic à proprement dit. Donc la première dimension, la disponibilité. L'offre alimentaire en Tunisie est relativement suffisante. Il y a les importations alimentaires sont de l'ordre de 9,2% des importations totales, avec bien sûr cette grande part des céréales qui constitue 43% de la valeur des importations alimentaires. Et nous avons aujourd'hui une grande dépendance aux importations de céréales qui constituent à peu près 60% de nos importations. Donc cela a été dit. La disponibilité alimentaire ne pose pas de gros problèmes aujourd'hui en Tunisie, en tout cas. Mais il y a des risques. Le premier de ces risques, cela a été dit, et là aussi, je pense que vous voyez le slide est assez parlant, vous voyez la courbe, c'est le risque lié à l'eau. Par habitant, les disponibilités en eau ont baissé de 60% entre 1960 et 2006. Et cela risque de s'aggraver. Nous étions à 1036, nous serions à 150 en 2050.
Nous sommes aujourd'hui à moins de 400 mètres cubes d'eau renouvelable par an. Donc on est bien en deçà du seuil de pauvreté hydrique qui est estimé à 500 mètres cubes. Donc ça, c'est vraiment un grand challenge, un grand défi. Comment faire face à ce risque lié à l'eau. Mais il y a aussi des risques liés au sol et à la terre, tout simplement, parce que, comme cela a été dit par monsieur le directeur général, 46% des cultures tunisiennes se font aujourd'hui sur des terres à fertilité limitée, et cela est appelé à s'aggraver. Il y a une forte sensibilité à l'érosion et à la désertification. Aujourd'hui, on estime que 96% du territoire de la Tunisie est directement ou indirectement concerné par la désertification. Je vais revenir sur la question du changement climatique. Vous savez que, par exemple, l'île de Djerba est menacée de disparaître, carrément, si on ne trouve pas des solutions. Nous risquons de perdre 50% de nos surfaces cultivables d'ici 2050. À côté, il y a ce fameux problème de morcellement des propriétés, mais aussi un problème de propriété tout court, parce que 350 000 hectares gérés par 40 000 agriculteurs sont figés à cause de problèmes de titres de propriété. Je vais y revenir, parce qu'il y a 100 000 hectares sont encore sous forme de hbous. 65 000 hectares de terres domaniales sont occupés aujourd'hui illégalement. Il y a eu des progrès, on parle de 10 000 hectares récupérés, 15 000 hectares récupérés, mais la situation, en tout cas la situation au niveau de cette propriété des terres pose problème. Alors le changement climatique, nous avons fait un petit calcul pour voir d'où on vient et où on va, en quelque sorte. Alors d'où on vient sur le XXe siècle, quand on prend le XXe siècle et quand on calcule la moyenne mensuelle par décennie, on trouve que sur un siècle, la température moyenne en Tunisie a augmenté de 2,39 degrés Celsius. Vous voyez la droite de régression, et donc on a gagné, entre guillemets, en un siècle de 2,4 degrés Celsius, et le problème, c'est que ça risque de s'accélérer. Donc si en un siècle, la température moyenne a augmenté de 2,4, alors d'ici 2050, ce qui est prévu, c'est une augmentation de la température annuelle moyenne d'un minimum de 0,67 à 3,33 degrés Celsius. Bien sûr, selon le modèle, selon la zone, parce qu'il y a des modèles de probabilistes. Augmentation de la température annuelle minimale entre 1,57 et 2,19. Et augmentation des températures annuelles maximales entre 1,64 et 2,29. Autre risque, bien sûr, la question de la biosécurité, de la biosécurité et de l'érosion génétique. Aujourd'hui, nous avons été voir la Banque nationale des gènes. Plusieurs variétés locales sont en danger. Certes, beaucoup de variétés locales ont disparu. Nous sommes dans une dépendance sur plusieurs variétés. 11 000 espèces tunisiennes, 11 000 variétés d'espèces tunisiennes sont répertoriées à l'étranger. Donc ça, c'est aussi c'est vraiment un problème d'indépendance, à la limite, de souveraineté nationale, puisque 11 000 espèces tunisiennes sont répertoriées à l'étranger. En Tunisie, il y a toujours un faible contrôle des OGM, c'est-à-dire lorsqu'on exporte, nous sommes soumis à ces contrôles sur la question des pesticides, etc., des OGM, mais à l'entrée du pays, les choses ne sont pas suffisamment satisfaisantes. Et en tout cas, nous remarquons qu'il n'y a pas vraiment un débat, ni un débat social, ni un débat politique sur la question des OGM. Mauvais usage des pesticides, souvent périmés. Les personnes qu'on a rencontrées nous ont raconté même des anecdotes, des choses extrêmement tristes sur les réseaux de pesticides, sur l'absence de contrôle à ce niveau-là. Autre risque, les maladies infectieuses et les ravageurs. Aujourd'hui, nous avons malheureusement la Libye qui est notre voisin, où il y a quasiment plus d'État. Donc, il n'y a quasiment plus de contrôle et
il peut y avoir beaucoup de problèmes sanitaires de ce côté-là. La logistique, la capacité de stockage, par exemple, pour les céréales, n'est que de 45% de nos besoins. Vous voyez qu'il y a des marges de progression énormes. Les gaspillages et pertes aussi, ça aussi, on estime entre 30% et 50% des produits agricoles qui sont perdus ou gaspillés, ce qui est énorme pour un pays qui subit les risques et les pressions dont j'ai parlé. La question de l'accès, très rapidement, je disais il y a deux formes d'accès, l'accès physique et puis l'accès économique et monétaire. Donc l'accès physique en Tunisie, ce qui caractérise, c'est tout d'abord la mainmise du secteur public sur la distribution de la production agricole et de la pêche. Donc là, c'est le secteur public. Par contre, le secteur privé s'oriente plus, il monopolise les circuits de distribution des produits avicoles. Alors, je disais, ce qui est important, c'est le transport routier. 80% des produits agricoles sont acheminés par le transport routier. Il n'y a quasiment pas d'autres... et là aussi, il y a une réflexion à développer sur le transport, tout simplement. Est-ce que les rails ou d'autres moyens ne devraient pas, les rails notamment, parce que ne devraient pas développer. Alors le risque, c'est la dégradation des infrastructures et la baisse de la performance logistique. Je vous montre je vais revenir à la performance logistique, mais il y a d'autres risques. La contrebande des produits agricoles et alimentaires vers le marché libyen et algérien, qui est source de pénurie, mais aussi de hausse des prix. Le non-respect par certains agriculteurs des circuits de distribution officiels, ce qui conduit à la spéculation et à la monopolisation des produits agricoles. Les comportements anarchiques de vente des produits agricoles par des commerçants ambulants, vous les voyez tous les jours, vous sortez, vous trouvez des vendeurs des étalages anarchiques. L'importation frauduleuse de certains produits qui inondent le marché et concurrencent déloyalement les produits tunisiens. Alors je parlais de l'indice de performance logistique, là aussi c'est un indicateur assez important. Vous voyez que sur 160 pays, la Tunisie était entre 60 et 40, classée 60 et 40, aujourd'hui elle est à 110. Elle est classée 110 sur 160 pays, ce qui montre une dégradation très importante de l'indice de performance logistique, aussi bien par exemple sur la question de l'infrastructure, de la douane, de l'expédition, etc. Alors, je disais, donc ça c'était à propos de l'accès physique. Maintenant, l'accès économique. L'accès économique, il y a des barrières, bien sûr. Le chômage qui n'a pas reculé, en tout cas. Et ça, c'est une barrière à l'accès à l'alimentation. La dépendance aux importations au niveau national, la faible croissance économique. Et puis surtout l'inflation et la perte de pouvoir d'achat. Vous voyez que entre 2011 et 2016, quand vous voyez l'évolution de l'indice des prix à la consommation, donc la courbe rouge, c'est l'indice des prix à la consommation sur la base 2010. Vous voyez qu'on a gagné à peu près, enfin qu'on a perdu plutôt quelque chose comme 30 points d'indice. Sur ce qui est du niveau d'indice des produits alimentaires et des boissons, la perte elle est de 40 points, ce qui est énorme. Énorme en une période aussi courte. Et ça, c'est une vraie barrière aujourd'hui par rapport à l'accès aux produits alimentaires et nutritionnels. Alors, les risques de santé et les maladies liées à la nutrition. Tout d'abord, bon, là c'est pas le bon titre, je suis désolé. Les groupes les plus vulnérables à l'accès à l'alimentation sont les habitants des zones rurales, les habitants des zones du centre-ouest et du nord-ouest, avec le taux de pauvreté de 32%, les femmes et les enfants, en particulier les femmes rurales, chefs de famille monoparentales. Alors l'utilisation. En Tunisie, nous avons connu ce qu'on appelle une transition alimentaire. Les habitudes alimentaires changent, mais il y a, je dirais, de mauvaises habitudes qui ne changent pas. On a réalisé une transition alimentaire, je vais en dire deux mots, mais il y a des choses qui persistent
et qui devrait nous interpeller tous. La transition alimentaire, c'est trois choses. C'est une diminution de la consommation des céréales de 204 kg par habitant en 85 à 175 en 2015. C'est une augmentation des produits d'origine animale dans la ration, notamment du lait et des produits laitiers. On passe de 51 kg à 150 kg pour la même période. C'est aussi une forte augmentation de la part des protéines animales dans la ration protéinique. On est à 34% en 2015 contre moins de 23% en 2000. Alors, certes, il y a cette transition alimentaire, mais les céréales apportent toujours près de 50% des besoins énergétiques, et la Tunisie est le pays où on consomme le plus en fait de céréales, où on a le plus haut indice d'apport calorifique provenant du blé au monde. Donc vous voyez que l'apport calorifique du blé en Tunisie, il est de l'ordre de 50%. Et juste derrière nous, il y a l'Algérie, le Maroc. Donc ce sont les habitudes alimentaires. Alors je disais, les mauvaises habitudes, malgré cette transition alimentaire, les mauvaises habitudes persistent, notamment le gaspillage alimentaire, comme le principal produit gaspillé étant le pain, cela a été dit, 16% du pain acheté finit dans les poubelles. Dans la grande distribution, le gaspillage alimentaire atteint les 2,8 millions de dinars. Et en moyenne, un Tunisien, chaque mois, par personne et par mois, les Tunisiens gaspillent 17 dinars de produits alimentaires. Alors, les risques de santé et les maladies liées à la nutrition, tout d'abord le problème du surpoids. Environ 46% des Tunisiens sont en surpoids, plus 10% qui sont obèses. Donc en tout, 56% des Tunisiens ont des problèmes de poids. Cela touche plus les femmes que les hommes. Et vous voyez que les chiffres, si on prend par exemple l'obésité ou le surpoids, donc ces deux dernières lignes, en 85, en surpoids, on était à 26%, en obésité, on était à 7,6%. Aujourd'hui, nous sommes à 46% et 10%. Ce qui est énorme. C'est une évolution internationale, certes, c'est un peu le cas partout dans le monde, mais quand même, cette évolution en Tunisie, elle est assez forte. Autre aspect, l'anémie. Cela a été dit par monsieur le directeur général, quasiment 30% des Tunisiens sont anémiques selon l'Institut de nutrition. Donc il y a un problème de déficience en fer. Bref, il y a une transition alimentaire et épidémiologique, mais avec cette transition, il y a aujourd'hui le risque d'expansion du diabète, des maladies cardiovasculaires, etc., etc. Donc de certains cancers aussi. La stabilité, 4 facteurs menacent la stabilité de la sécurité alimentaire en Tunisie. La dépendance aux importations, la croissance de la valeur des importations alimentaires, la dégradation de la variabilité de la production et alors le score de la stabilité politique et l'absence de violence de terrorisme a diminué. Aujourd'hui, la Tunisie est classée comme un pays relativement instable par rapport à avec un certain nombre de troubles sociaux. Alors, l'indicateur mondial, une comparaison internationale, ça vaut ce que ça vaut, hein, parce que toujours ce type d'indicateur montre que la Tunisie est classée 53 sur 113 pays au niveau de l'indice de sécurité alimentaire. Donc, et ce classement n'a pas beaucoup varié. On était 55, 56, 54. Donc on est dans la cinquantaine sur une centaine de pays. Alors les politiques, qu'est-ce qui a été fait dans le passé? Alors deux types de politiques. Les politiques agricoles et la sécurité alimentaire. Donc dans le rapport, vous allez trouver des données sur les grands aspects de ce qui a été fait depuis l'indépendance, on va dire, en matière de politique agricole, notamment ce qui a été fait en matière d'encouragement à l'investissement, les avantages économiques accordés au secteur, la question de la réforme de la politique foncière,
La question de la gestion de l'eau également, les incitations à des projets d'avenir. Nous avons en Tunisie un projet eau 2050 qui traîne un petit peu, et on en parle dans notre rapport. Ce projet mérite lui aussi probablement un relookage, on va dire. Il y a aussi d'autres incitations qui visent à assurer la pérennité du secteur agricole et sa croissance, notamment les travaux de conservation, de vulgarisation, de protection douanière, etc. Alors, en parallèle avec ces questions de politique agricole, il y a la question de la protection sociale, les politiques sociales, 2 grands programmes de protection sociale que nous avons analysés dans notre rapport, le programme national d'aide aux familles nécessiteuses et puis la fameuse caisse de compensation qui a littéralement explosé entre 2010, en passant de 730 millions de dinars en 2010 à 1600 millions de dinars en 2017. Donc nous analysons ces 2 grands programmes de protection sociale et nous apportons quelques recommandations, notamment au niveau de la caisse de compensation. D'autres programmes font partie du filet de protection sociale, notamment les programmes de politique nationale de santé et le programme national d'alimentation scolaire qui a été conduit avec l'aide du programme alimentaire mondial. Alors les gaps dans la réponse des politiques nationales. Alors, principaux gaps liés à la disponibilité de l'accès, c'est tout d'abord les ressources naturelles et les entrants. Il y a toujours des problèmes, ce fameux problème de réforme du régime foncier, ces problèmes de désertification, d'érosion, de salinisation, de perte des terres agricoles et d'urbanisation anarchique. Et il faut absolument trouver des réponses adaptées à ces problèmes de ressources naturelles. L'eau, le gaspillage et les pertes d'eau, le vieillissement des infrastructures, la surexploitation des nappes. Alors, des exemples. Je vous donne un chiffre. Aujourd'hui, à peu près, un peu plus de 88% de l'eau que nous recevons est gaspillée. Donc, le gaspillage et les pertes d'eau en Tunisie constituent 88,32% du total de l'eau douce rendue utilisable. Et cela du fait de l'évapotranspiration ou des fuites. Donc, il y a une grosse marge de progression là-dessus. Et par rapport, par exemple, à la question de la désalinisation de l'eau, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui serait plus, on va dire, prioritaire? Autre exemple de gaspillage ou de gap, on va dire, en matière de traitement de la question des eaux, c'est le prix de vente. Vous voyez comment la courbe en bleu, c'est le coût de revient en millimes du mètre cube d'eau, alors que la courbe en rouge, c'est le prix de vente moyen du mètre cube d'eau. Vous voyez comment, à partir de 2001-2002, chaque mètre cube vendu occasionne une perte pour la SONED, et cela va en s'accentuant. Donc aujourd'hui, nous vendons l'eau à un prix inférieur à son coût de revient, ce qui est une aberration quand même. Autre gap lié à la disponibilité et à l'accès, donc au niveau de la production et de la distribution, c'est le manque de coordination entre industriels et agriculteurs, le chevauchement et le manque de synergie entre les intervenants, le problème de dégradation de la logistique, j'en ai un peu parlé avec l'indice, et les faiblesses de capacité de stockage et de transfert, la contrebande, là aussi j'en ai un peu parlé. Alors, il y a 7 principaux gaps liés à l'utilisation que nous avons détectés, que nous avons analysés dans le rapport. Le gaspillage, avec la manque de réponse de politique coordonnée, l'absence de loi sur l'étiquetage nutritionnel, la faible traçabilité des produits et la difficulté de se conformer aux standards internationaux, les faibles évaluations et gestion préventive des risques sanitaires et phytosanitaires, le faible contrôle des contenus des publicités alimentaires, la faible application des lois et des textes de défense des consommateurs, et enfin la faible coordination entre les institutions et les organisations, notamment le ministère de la Santé, du Commerce, de l'Agriculture et de l'Environnement. Dans notre conclusion, nous mettons l'accent sur l'absence d'une vraie stratégie de sécurité alimentaire, c'est-à-dire que chaque ministère a des actions ou des projets, mais il n'y a pas un cadre cohérent ou intégrateur de toutes ces actions-là.
Alors, autre gap, c'est au niveau de la recherche scientifique, décalage et inadéquation entre besoins et résultats, des problèmes de financement de la recherche, les fuites des cerveaux de la recherche. Le gap au niveau des ressources humaines, de la formation, de la vulgarisation. Nous avons besoin d'une stratégie nationale de la vulgarisation qui soit plus volontariste. Nous avons également besoin de revoir la législation relative à la vulgarisation et renforcer le corps des vulgarisateurs. Il y a les fameux problèmes de financement et d'assurance du secteur agricole que nous analysons dans notre rapport. Le manque de synergie entre différents organismes et institutions. Alors sur la question des ressources humaines, là aussi je pense que c'est un schéma assez explicite, assez parlant. Vous voyez la courbe rouge, c'est toujours la Tunisie. Donc l'évolution de la population rurale en pourcentage de la population totale, vous voyez que la Tunisie, ça baisse, ce qui est normal, mais ce qui n'est pas normal, c'est que nous nous éloignons de la moyenne mondiale et même de la moyenne pour les régions, pour les pays comparables. C'est-à-dire que la population rurale, en pourcentage de la population totale, en Tunisie, elle est de plus en plus faible et elle est encore plus faible que ce qui se fait dans des pays comparables ou dans la moyenne mondiale. Un autre schéma assez parlant, c'est au niveau de la formation. Vous voyez que ce décalage entre la formation des techniciens et la formation des diplômés supérieurs. En Tunisie, nous avons besoin de beaucoup de techniciens dans le domaine agricole. Alors, par contre, ce que nous sommes en train de faire de plus en plus, c'est de former des bacs plus 3, des bacs plus 5. Et c'est l'armée mexicaine, beaucoup de généraux, mais pas assez de soldats. Alors, autre constat, ressources humaines, c'est la faible productivité du travail agricole. Vous voyez que la courbe tunisienne, elle est très en deçà de la productivité de ce qui se fait au niveau mondial en termes de productivité du travail agricole. Alors, recommandations, dernière partie de mon exposé et de la revue stratégique. Alors, 4 mesures politiques et horizontales. Donc, nous avons fait des recommandations horizontales et des recommandations plus sectorielles. Pour les recommandations horizontales, c'est tout d'abord mettre en place une nouvelle stratégie nationale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Une vraie stratégie et non pas des projets éparpillés avec un émiettement et un éparpillement des ressources. Mettre en place un conseil national de la sécurité alimentaire et nutritionnelle avec des conseils régionaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et enfin, élaborer un indice national de sécurité alimentaire qui serait suivi tous les ans par l'INS ou par ou par le Conseil national de la sécurité alimentaire. Alors sur les mesures sectorielles, concernant la politique agricole, il faudrait lancer un programme de soutien spécifique aux petits exploitants. Nous avons également proposé d'adopter une nouvelle politique d'importation avec un nouveau rôle pour l'Office du commerce, revoir les missions de l'Office des céréales et l'Office de l'huile. Nous avons également proposé de réduire les risques commerciaux à travers une meilleure coordination et l'intégration régionale et ou l'investissement dans des réserves stratégiques. Il faut avoir une réflexion. La question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle concerne toute la région et pas que la Tunisie. Séparer l'activité de production et de distribution, aussi bien de l'énergie électrique que de l'eau. Là aussi, il y a à réfléchir à cette restructuration de la production, de la distribution, aussi bien de l'énergie électrique que de l'eau, et notamment réfléchir à une éventuelle séparation des activités de production et de distribution. Fixer un minima de pourcentage du PIB agricole à consacrer aux travaux de conservation des eaux et du sol pour la lutte contre la désertification, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que cette question de conservation des eaux et du sol, c'est un reliquat. C'est une fois qu'on a fait tout, ce qui reste, c'est pour la conservation des eaux et des sols. Alors que c'est probablement un élément extrêmement important pour l'avenir. Donc il faudrait qu'il y ait un minima en pourcentage du PIB consacré annuellement à cette question-là. On propose également de valoriser les produits locaux, de développer des chaînes de valeur, d'encourager la culture biologique et d'avoir recours aux signes distinctifs tels que produits du terroir, appellation d'origine, etc. Créer de nouvelles structures de commercialisation.
remplacer le programme de mise à niveau des circuits de distribution ou revoir le programme de mise à niveau des circuits de distribution ou relancer le programme de mise à niveau des circuits de distribution parce que ce programme n'a pas, en tout cas, n'a pas conduit aux résultats escomptés. Au niveau de la protection sociale et de l'alimentation scolaire, nous avons proposé d'améliorer l'efficacité du dispositif de protection sociale en mettant en œuvre un socle national de protection sociale, contenant les garanties élémentaires de sécurité sociale. Là aussi, nous pensons qu'une réflexion sur un socle national de protection sociale, un SMIC social, et non seulement un SMIC au niveau du revenu, mais un SMIC qui dépasse la question du revenu, une réflexion sur ce socle national pourrait être un chantier d'avenir, ne serait-ce que pour l'ITES. Affirmer le rôle de l'alimentation scolaire en tant qu'élément indispensable du socle de protection sociale. L'alimentation scolaire joue un rôle extrêmement important dans la sécurité alimentaire. Améliorer le ciblage. Dans le rapport, vous trouverez une analyse extrêmement exhaustive et fine de la question de la compensation et des propositions sur comment on pourrait améliorer le ciblage. Autre aspect lié à la protection sociale et à l'alimentation scolaire, généraliser le programme des cantines scolaires et passer à une gestion plus participative des établissements primaires. Établir des liens avec les groupes d'agriculteurs locaux de façon à promouvoir l'utilisation des denrées produites localement. Alors sur la question de l'éducation nutritionnelle, ça nous semble extrêmement important. Là aussi, nous avons fait quelques recommandations. Il faudrait une stratégie interministérielle de rationalisation de la consommation qui entre dans les programmes d'éducation nutritionnelle. Il faudrait également définir et appliquer des programmes de formation et de sensibilisation focalisés sur la qualité des aliments pour mieux sensibiliser surtout les jeunes à la qualité de ce qu'ils sont en train de manger. Enfin, encourager la consommation des produits de terroir et informer sur les méfaits de certains produits importés. Alors sur la question de la protection des consommateurs, renforcer les contrôles de qualité en dotant les structures de contrôle des moyens techniques, en améliorant aussi la coordination entre les structures de contrôle, mettre en œuvre des normes relatives à la classification des produits frais, c'est extrêmement important. Également en Tunisie, on manque de cela. Sur la politique de sécurité globalement, il nous semble qu'il faudrait privilégier l'approche préventive en matière de gestion des risques sécuritaires. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon l'exposé serait trop long. Je vous remercie. S'il y a des questions... Merci, professeur Benkahla, pour les détails que vous avez soulignés, ainsi que la qualité de votre présentation. Vous avez certainement des interrogations et des questions, donc j'invite Monsieur Slihadine Makhlouf, l'un des rédacteurs de cette revue, et pour vous apporter plus de précision. Slihadine. Mademoiselle Asma, allez-y. C'est toute l'équipe. Voilà, encore une fois, Matt, vous avez beaucoup de détails. Il y a 250 pages dans ce rapport. J'ai essayé d'aller très rapidement sur les 250 pages. S'il y a des questions, nous sommes à votre disposition. C'est vous notre grand frère et notre grand chef. S'il y a des questions avec mon frère Sidi Kahla, nous sommes là pour vous répondre. هجر بن غانم باحث بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس. نشكركم على المبادرة هذه. كنا نحبذوا كان عندنا الغوفو ناخذوها قبل ما نحضروا باش تكون عندنا نظرة شاملة على المحتوى بتاع الاستراتيجي ديفلوبي بار الانستيتو. نحب نثمن جهود وزارة الفلاحة في
مجهودات وزارة الفلاحة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد التونسية. وباش نرجع على نقطة ذكرها سيد مجيد الزار اللي يحكي على l'impact des changements climatiques. À mon avis, on ne peut pas se permettre de parler de la sécurité alimentaire sans d'autant parler des changements climatiques. احنا البلاد التونسيه هي بلاد معناتها مساحتها صغيره برشا، ومن اول معناتها البلدان اللي باش تكون عندها اضرار في معناتها dû aux impacts des changements climatiques. كل المقاييس وكل المعايير معناتها تبدلت. انا باحثه في التحسين الوراثي للحبوب، قاعدين نستنبطوا في الاصناف اللي تتأقلم معناتها، وانتم كل تعرفوا كان فما مختصين هنا اللي مقومات الصنف هو لا ستابيليتي. ذكرتها برشا كلمة لا ستابيليتي في المداخلة نتاعك. on peut plus se permettre de parler de stabilité. احنا كان نشوفوا السنة معدل الأمطار اللي في شهر ديسمبر 30% من المعدل العام للأمطار اللي هي نورمالمون تصب في ديسمبر. نرجع نقول المعايير كلها تبدلت، لازمنا معناتها نبدلوا معناتها نخموا في لي تيرم دو، باش نحكي اكثر على الريشيرش هنا، تيرم دو ريشيرش بارابور aux impacts des changements climatiques. نحب نقول زاده اللي راهو l'introduction de nouvelles variétés معناتها راهو ne peut que renforcer notre autonomie en termes de semences. عمره ما كان يمثل خطر على السيكوريتي اليمونتير للبلاد. هذا نو بو كو معناتها سي اون ريشيس بارابور او ريسورس جينيتيك. انت حكيت زاد على البنك دو جين اللي هي معناتها من المفروض حابين كان نكونوا ما نعرفش كان فما شكون هنا متواجد من البنك دو جين، اما راهو حكيت زاد على لي زو جي ام. انا نعرف اللي في البنك دو جين فما ان لابوراتوار اللي هو قاعد معناتها بكل المواصفات العالميه يقوم معناتها ب il est capable d'identifier tout ce qui est OGM. نحب زاده ان نقول اللي يظهر لي الاكبر مشكله معناتها كنا نحكيو عليها هو دوردر فونسيي الحقيقه، وتشتت معناتها لي زيكسبلوتاسيون اغريكول. انا في اطار مشروع معناتها ممول من طرف جي زاد اون بارتناريا افيك لوفيس انرات اي ايكاردا، قاعدين نخدموا مع صغار الفلاحين في شنو هما لي لاكون اللي موجودين بارابور ا لا ترانسفير دي تكنولوجي et la promotion des nouvelles technologies. لاحظنا اللي الفلاحه الكل المعلومه عندهم، مشكلتهم هما سي ان بروبليم دو فينانسمون اي دو كو. يظهر لي يلزمنا نشجعوا اكثر على التجمعات معناتها عند الفلاحه. هذا يظهر لي يحل لنا برشا مشاكل بارابور ا نوتر سيكوريتي اليمونتير. نحب نرجع زاد نقطه اخرى اذكرها اللي هو القمح الصلب. قال احنا تونس ماناش قاعدين نعرف اللي معناتها قاعده النظام الغذائي المتوسطي هي ترتكز على لي سيريال انتر اوتر البلي دور. احنا بلاد صحيح ما عندناش معناتها اوتو سوفيزونس في البرودكسيون دو بلي دور، اما نحن من البلدان القلائل معناتها المنتجه للقمح الصلب. هذا ما يعنيش اللي البلدان الاخرى ماهيش قاعده تشتغل على روحها. ديرنييرمون ايزون معناتها جي لو ان ارتيكل فما دي فاريتي كي اون ايتي كريي دو بلي دور اللي هما كابابل d'être conduites dans un environnement à 40 degrés C avec un cycle très court. معناتها très prochainement باش البلدان الاخرى باش تخدم على روحها وباش تولي تنتج في القمح الصلب. وشكرا على كل المجهودات اللي قام بها الانستيتيوشن. شكرا. أسامة الرحماني مندوبية فلاحة مدنية. ورد في الدراسة وردت دراسة قطاع المياه بعمق أكثر. نثمنوا هذا على خاطر احنا عادة في أغلب مناطق الجمهورية نحكوا على نتصرفوا في ندرة المياه on gère la rareté de l'eau، ومن جهة أخرى قاعدين نستثمروا في قطاعات مصدرة للماء. هذاك علاش يلزم دراسة أعمق وواقعية لقطاع المياه في بلادنا. حاجة أخرى هو نعتبره الاستثمار في المنتوجات في منظومات الإنتاج ومنتوجات المجال هو اختيار استراتيجي وهو ذو أولوية.
لأن المنتوجات هذه هي عادة ما تكون ذات قيمة مضافة عالية، وهي الحل الوحيد لتنمية المناطق الريفية وكيف كيف دفع الاقتصاد المحلي والحد من النزوح. كذلك التمعن أكثر في منوال التعاطي مع العقاري والحد من تشتت الملكية، لأن أهم التدخلات تبقى مرتبطة بوجود مشاريع كبرى. أيضا وختاما إحداث أكاديمية، توصية معنا إذا كان تهمكم، إحداث أكاديمية فلاحية تدرس القطاع على غرار الدول التي تعتمد سياسات فلاحية واضحة. الأكاديمية مهامها هي دراسة القطاع الفلاحي ضمن محيطه الاقتصادي والجيوسياسي، تدرس متطلبات السوق وتستشرفها، ترسم السياسات الفلاحية، تواصل مجاب الدراسات، وتؤهل كل المدخلين في القطاع من إدارة ومهنة وقطاع خدمات ومؤسسات جماعية ومراكز تكوين. وشكرا. صابر جمال. شكرا لك سيد الرئيس. قطب منير بودالي، إعلامي ناشط جمعياتي مهتم بالتنمية المستدامة. Il y a beaucoup de points à soulever, je contenterai de quelques-uns. Le premier point à lever dans cette étude, c'est le concept de sécurité alimentaire, biosécurité, etc. Ma collègue d'avant a évoqué la BNG, par exemple, Banque nationale de gènes. Cette banque a été citée en minuscule à la page 125 du rapport, et parlant de conservation de ressources animales et végétales, sans plus. Or, la BNG, à ma connaissance, je la connais depuis sa création, et très bien aussi, c'est la biosécurité par excellence, avec ses groupes de travail, cette recherche de ressources et conservation de ces ressources. Bon, je passe. Ce mot qui m'a... c'est-à-dire ne m'a pas plu, c'est le pays. La Tunisie est un pays relativement instable. C'est un terme politique, sécuritaire, dont il faut remettre à l'heure, c'est-à-dire l'instabilité. Ce n'est pas une question d'attaque terroriste sporadique, etc. C'est une question de stabilité du gouvernement, de l'État, constitution, etc. C'est un terme à revoir. Troisièmement, quand on parle de la Caisse nationale de compensation, avec 750 millions de dinars qui passent à 1605 millions de dinars en 2015 par exemple, on ne parle pas du cours, là dans l'étude, n'évoque pas le cours du dinar et les autres paramètres à mettre en application, avoir en idée pour parler de cette dégradation ou de cette inflation du chiffre final. Vous parlez aussi de l'évapotranspiration. Mon collègue aussi a parlé de cette chose, de cadet à cadet. Bon, les chiffres sont là. On ne parle pas des eaux virtuelles. Le monsieur qui a parlé avant moi a parlé de l'exportation de l'eau. C'est une question d'eau virtuelle, et c'est une question d'évaporation naturelle pour le cycle de l'eau, etc. Donc, on ne doit pas prendre ces chiffres, ces détails, dans leur globalité sans avoir les pieds sur terre. C'est-à-dire, l'évaporation est un phénomène nécessaire, pas seulement naturel. Aussi, la sécurité alimentaire de Tunisie, l'étude n'a pas parlé des challenges, des risques de la réalité internationale, les grandes firmes internationales, les intérêts multinationaux, l'échiquier, la place de la Tunisie sur l'échiquier international d'échange, de production, etc. Là, l'étude a passé outre et n'a pas évoqué ce problème-là. C'est très important, l'importation, l'exportation, etc., les choix. Bon, la dépendance
la dépendance, les changements climatiques, je ne sais pas si l'étude a parlé des études stratégiques, les 4 études stratégiques relatives aux impacts des changements climatiques sur la Tunisie, sur l'agriculture, sur la santé, le tourisme, l'équipement et l'habitat, etc., etc. Bon, par exemple, l'île de Kerkena est menacée d'une élévation de 30 à 50 cm d'ici les années 2050. Donc cela aura des impacts sur l'habitation, sur l'agriculture, sur tout ce monde-là. Il faut en parler plus explicitement. Enfin, pour parler, vous évoquiez les terres Hbes, 10 000 hectares de terres sont encore sous le régime Hbes. Ne s'agirait-il pas mieux de réhabiliter ce système-là ancestral, donc ancré, donc de terroir, et pour l'intégrer dans une éventuelle économie sociale et solidaire. Donc il y a beaucoup de concepts à revoir dans cette étude, avec mes remerciements pour le travail très élaboré et accompli. Merci. Alors, صابر جمال أستاذ جامعي. سؤال بالله سي بن كحلة. بون فما برشا في التقديم نتاعكم، فما برشا حاجات كمان أنا جو ديكوفر ويخوفوا. ولكن الحاجة اللي خوفتني أكثر هو أنه فما ريسك نتاع 96% ديزرتيفيكاسيون نتاع لي تيريتوار تونيزيان. بون أنا جي فيتي خاطر توا شفت الريفيو نتاعكم que vous avez mentionné l'IRA, اللي هو الانستيتيو دي ريجيون زريد. حبيت نعرف يعني درا فما ممثل مساعة نتاعو هوني ولا مستأذن عندنا هوني. وحاجة أخرى يعني ندرا خذيتو بعين الاعتبار لي زيتود اللي عملوهم فيما يخص ديسالمون دو، وخاصة لي زو جي ام اللي هما يتمشاو مع لو سالي ولي جيرمون سالي. ميرسي. سؤال هكا سهل وسير. شكرا. خالد حراس. الساحة الوطنية منذ 40 سنة، ميدان اقتصادي، فلاحي، بيئي ومالي. حبيت كان من ودي باش يخير أخ الوزير وأخ الأمين العام